Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Yasna. Bonjour. Voilà, donc on va démarrer avec Jean-Michel sur la petite intermède, un petit interview sur l'histoire des pompiers. Pourquoi les pompiers Jean-Michel, pourquoi les pompiers font la une en ce moment au niveau de leur sécurité? Qu'est-ce qui se passe? On a une actualité cette année en 2022, donc c'est-à-dire que l'activité de pompier a été classée comme cancérogène pour l'homme, en particulier du fait des expositions aux aromatiques polycycliques et à l'amiante. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu en tant que spécialiste de l'amiante sur ce qu'impliquait en fait ce classement en fait. Alors c'est pas encore dans la réglementation française, mais bon, ça implique des obligations vis-à-vis de la réglementation française parce que l'amiante, lui, est de toute façon cancérogène et il est cancérogène pour tout le monde, y compris les pompiers. Donc voilà. Donc les pompiers sont exposés à plusieurs substances susceptibles de donner des cancers, en fait. C'est pour passer la diapo. Voilà, donc ce qu'on concerne, c'est qu'en général, les sapeurs-pompiers sont en bonne condition physique et ont moins de cancers en fait, que la population en général, du fait de leur activité, surtout pour les plus jeunes. Et en réalité, par contre, plus les gens sont âgés, et là, ils développent des cancers du poumon et des mésothéliums, donc en lien avec l'amiante. Par contre, les plus jeunes peuvent développer d'autres cancers qui sont liés notamment aux expositions qui donnent des maladies plus rapidement. Donc, comme le cancer de la vessie, du larynx, de la peau, de la prostate, des méliomes également, et puis le lymphome non-Hodgkin. Donc, comme je le disais en introduction, l'activité de pompier a été réactualisée, en fait, comme réévaluée par le Centre international de recherche sur le cancer, comme appartenant au groupe 1, c'est-à-dire cancérogène certain pour l'homme. Alors, d'où viennent ces expositions? On a vu, ça peut être des hydrocarbures, des résidus de combustion, des produits de combustion chimiques, des mousses anti-feu qui peuvent contenir par exemple des polyuréthanes, des produits de combustion aussi dans les constructions, en tant que diagnostiqueur dans notre réseau A+, donc on connaît les produits qui peuvent comporter des substances toxiques, donc les PVC, bien sûr, du vinyle, mais aussi du plomb, des vernis, des peintures, des PCB, des dioxines, des furanes qui sont des produits de combustion, et puis bien sûr aussi le plomb qu'on trouve dans beaucoup de bâtiments, et d'autres métaux lourds qu'on peut trouver aussi dans les produits électriques et électroniques. Voilà, il y a également bien sûr des dépôts de poussière toxique. Bon, voilà, c'est une photo emblématique du World Trade Center. Donc bien sûr avec beaucoup de fibres minérales et puis de silice cristalline, notamment dans les phases de déblai. C'est pas simplement dans les phases de combat contre le feu, aussi pour déblayer. Et si je peux me permettre sur la silice cristalline, effectivement, enfin pardon, sur le World Trade Center, on a vu aussi qu'il y avait énormément de produits toxiques qui devenaient toxiques de par leur destruction ou leur compression ou leur éclatement, notamment les photocopieurs. Donc les poudres de laser dans les photocopieurs, il y avait un nombre de photocopieurs dans les World Trade Center qui était impressionnant, au mètre carré évidemment, et les encres ou surtout le toner en poudre complètement été volatilisé. Et c'est vrai que ça, c'était un souci qu'on n'avait jamais vu d'une telle ampleur. C'est la première fois qu'on voit autant de photocopieurs disparaître dans un écroulement de ce type-là. C'est vrai que les interventions sur les poudres de photocopieurs, en fait, sur les tonnerres, sont effectivement des opérations dangereuses et qui nécessitent d'ailleurs l'utilisation, comme pour l'amiante, d'aspirateurs très haute efficacité. Et on peut aussi se souvenir qu'il y a un certain nombre de pompiers qui sont restés dans l'écroulement, mais on a aussi un certain nombre de pompiers qui ont évidemment porté plainte collectivement aux États-Unis quelques années après, parce qu'il y a eu une maladie spécifique, vu le cocktail chimique qu'il y avait eu. C'est un exemple de référence quand même assez récent, 2001, c'est quand même plus de 20 ans, mais qui a fait certainement référence vu l'ampleur et le suivi aux États-Unis. On continue. Alors bien sûr, en cas de sinistre, en cas d'incendie, il peut y avoir aussi de l'amiante qui peut éclater, par exemple comme une toiture sur la photo ici. Et donc, pour venir aux sapeurs-pompiers, effectivement, c'est souvent les premiers sur les lieux, avec une autre profession d'ailleurs qui sont aussi
les experts d'assurance souvent, Ouais. et qui sont présents là sans forcément être conscients en fait des risques qu'ils peuvent subir. Alors les types d'exposition donc se fait principalement par inhalation, hein, d'où la nécessité de porter. Alors, généralement, les pompiers sont équipés hein, dans le combat contre le feu par les appareils de protection respiratoire. C'est moins sûr dans les phases de déblaiement. Et c'est aussi moins sûr dans les incendies de forêt, par exemple, où le masque, forcément, c'est une contrainte, ça tient chaud, c'est pas agréable. Donc, quand on peut s'en débarrasser, on peut s'en débarrasser, mais on ne tient pas forcément compte des pollutions résiduelles qu'il peut y avoir, même dans des incendies de forêt, il peut y avoir création de résidus de combustion qui sont cancérogènes. Donc, la deuxième voie d'inhalation, enfin d'exposition, c'est la voie cutanée, qui est majeure pour les HAP, puisque ça passe à travers les habits, hein, qui sont, pour être transpirables, donc vont laisser passer des vapeurs toxiques et des fines particules. Et donc, alors en plus, en cas d'incendie, la température élevée va ouvrir les pores de la peau et favoriser également la pénétration de ces HAP. Alors, il y a aussi un phénomène qui n'est pas toujours pris en compte, mais ça touche plusieurs types de professions, pas seulement les pompiers. C'est le fait d'avoir été exposé à ces particules, en fait, et ces suies, qui petit à petit, en fait, quand l'air est plus sain, finalement, va se désorber et donc va repasser dans l'air. Et à ce moment-là, il y a l'exposition continue, en fait. Hein. Donc, nous la nécessité, en fait, de se débarrasser des habits contaminés le plus vite possible et, si possible, de les décontaminer aussi très rapidement. La voie orale, c'est plutôt accidentel, hein, si on prend le casse-croûte, alors qu'il y a encore des pollutions, des doigts, etc. Oui, tout à fait. Voie orale et voie buccale. Parce que si dans si dans la gourde, j'ai la gourde, hein, où on a effectivement des résidus. A priori, c'est assez facile à traiter par des règles d'hygiène strictes. Ok. Voilà, donc en ce qui concerne le risque CMR, donc cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, on a une réglementation française, hein, donc, qui consiste à évaluer le niveau de risque. Donc, il faut faire des mesures, en fait, et limiter, avec les mesures de prévention, c'est limiter les émissions de substances CMR. Donc, dans le cas des incendies, essayer d'abattre à l'eau, ça favorise la fixation sur les surfaces. Évidemment, les pompiers sont protégés aussi, on le disait, avec des équipements de protection individuelle, et notamment respiratoires. Bien sûr, autre règle de base, c'est interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée et qui n'est pas protégée. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, je prêche un peu pour ma paroisse, avant toute information et exposition susceptible d'exposer à l'amiante. Donc, il faut une formation réglementaire qui répond à un article du Code du travail à laquelle tout salarié est soumis. Et également, il est nécessaire de mettre en place un suivi médical renforcé. Au niveau de la formation, est-ce que les pompiers se forment dans des centres de formation privés ou est-ce qu'il y a une formation de droit public qui peut les orienter? Il y a des centres de formation spécialisés pour les pompiers, ils se forment en interne. Un rapport récent faisait valoir que les pompiers se sont formés bien sûr au processus. Hein, c'est en général des bons stagiaires. Nous, on a eu l'occasion de former des gens pompiers, des pompiers volontaires notamment. Il semblerait que cet aspect risque à long terme, en fait, n'est pas complètement abordé, pas forcément de la même façon. On passera la parole après Yasna sur faire son petit point de vue sur le focus. Sur voilà, après, ça dépend un petit peu à qui on a affaire. Si le formateur lui-même a été sensibilisé à ces questions-là, il semble que ça ne soit pas entièrement parfait pour l'instant. Ok, donc pour prévenir, comment on fait? Alors, on focus sur l'amiante, hein, puisque là, on a des exigences encore particulières dans le Code du travail. Donc, une manière pour prévenir les expositions accidentelles notamment, ça serait déjà de faciliter l'accès des services de secours aux documents de repérage amiante du bâtiment existant, donc dossier technique amiante ou repérage avant travaux antérieurs. Et en cas de présence d'amiante ou en cas d'absence de repérage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, à ce moment-là, on a aussi un article du Code du travail qui prévoit que dans ce cas-là, on intervient en ce qu'on appelle en sous-section 4. Donc, ce n'est pas du désamiantage, ce n'est pas de l'encapsulage, mais c'est une activité qui est susceptible de livrer des fibres d'amiante. Et donc, à ce moment-là, on doit disposer en amont de modes opératoires
Et ensuite, bien sûr, restera le problème de la décontamination du personnel, du matériel, des déchets, etc., associés à ces interventions. Et ça, c'est aussi quelque chose qui devrait être mis en place. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. C'est la gestion du matériel contaminé. Est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'il faut l'embâcher? Est-ce qu'il faut le stocker de manière particulière, etc. Voilà, ça, c'est encore des choses qui sont ouvertes. Voilà. Il y a des essais qui ont été faits sur la décontamination des habits de feu, par exemple, par rapport à l'amiante. Voilà, des choses intéressantes. On sent que ça avance. Yasna nous dira un petit mot là-dessus. En tout cas, sur les déchets, ce qui est intéressant avec les pompiers, on l'a encore vu, non pas en cas d'incendie, mais en cas d'écroulement à Lille, il n'y a pas longtemps. Je dis écroulement parce qu'on ne sait pas si c'est un effondrement, c'est peut-être un écroulement. En tout cas, ça reste sur place, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas traité les déchets, eux. Donc voilà, donc comment ils restent sur place? Il y en a partout dans la rue, mais bon, ils disent vous pouvez disposer, on a fini de sécuriser les lieux, ce qu'on comprend. Hein. Et en général, ils traitent très très peu les déchets. Par contre, des fois, ils les manipulent quand même. Hein. Donc, ils brassent un petit peu quand même. Ah oui, pour accéder, pour déblayer certaines parties. Voilà, ils déblayent, ils les bougent et voilà, ils les jettent un petit peu à droite et à gauche. Donc, effectivement, on a aussi une responsabilité dans ce cadre-là. Alors, donc on l'a vu, hein, gestion aussi du matériel, parce que les pompiers, là, par contre, ils ont du matériel qui, en général, est toujours décontaminé, en priori, sur l'ensemble des risques qu'ils peuvent avoir. Est-ce que sur ces risques camions de plomb et autres, ils interviennent de la même façon? Je pense qu'on aura encore des choses à dire. Décontamination, du coup. Bah là, je pense que c'est un sujet qui est ouvert, sur lequel les différents intervenants auront à réfléchir. Alors, je vais passer la parole à Yasna, en fait, puisque les problèmes de contamination sont très présents dans toutes les entreprises de traitement d'intervention après sinistre, qui, contrairement aux pompiers, peut-être ont un peu plus de temps pour se préparer contre les expositions immédiates. Par contre, le problème de la contamination reste entier. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites dans ce domaine-là déjà. Ça marche. Voilà, donc Yasna, on continue sur cette diapo, puis après on passera sur un point de vue général. Donc décontamination, les différents types de substances organiques donc, vont entraîner des modèles, des modes opératoires différents. Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier quand il y a un sinistre incendie, donc il y a production de suie, et il faut vraiment voir les caractéristiques de ces suies. Ces suies peuvent être sèches, volatiles, mais très souvent lors du développement du sinistre, ce sont des suies grasses, collantes, et donc elles s'amalgament à tout ce qu'il y a autour, les fibres d'amiante et tout le reste. Donc ce qui se retrouve sur les vêtements des pompiers doit vraiment faire l'objet d'une décontamination très particulière. Et l'eau ne suffit pas. Voilà, on a parlé, enfin j'ai déjà discuté avec certains pompiers pour quels étaient les modes opératoires qu'on pouvait mettre en place pour se décontaminer en sortant d'un sinistre qu'on vient d'éteindre. Le fait de se rincer, de rincer le vêtement ne suffit absolument pas parce que le vêtement, d'abord, c'est un nid d'abeilles, donc à l'intérieur, il y a plein de suies, mais qui sont vraiment amalgamées à tout ce qui a brûlé, amiante ou autre. Donc, il faudrait pouvoir mettre en place directement, dès que les pompiers sortent de leur intervention, avant de rentrer dans leur caserne, il faut mettre en place une décontamination sur place et qui doit être absolument une décontamination avec un détergent. Et pour moi, la meilleure façon, c'est même de le propulser en mousse, parce que comme ça a le temps d'agir et faire des rinçages. Cela, évidemment, ça demanderait de faire des essais et de faire des mesures. Mais moi, j'avais proposé quelques pistes, mais on n'a jamais été jusqu'à l'essai précis et le test après intervention comme ça. Mais il est évident que les pompiers sont contaminés à 2 reprises, donc pendant le feu, et comme le disait Jean-Michel, les pores de la peau s'ouvrent et donc tout passe à l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu des analyses qui ont été faites par les Canadiens et les pompiers devaient uriner avant
de partir en intervention et quand ils rentraient. Et là, on trouvait quand même dans l'analyse d'urine pas mal de choses qui ne devaient pas y être. Donc, il y a cette exposition-là, mais la deuxième, une fois que les choses sont refroidies et que les pompiers vont vérifier si il va y avoir une reprise de feu, il faut savoir que à ce moment-là, les lieux sont les plus toxiques. C'est vraiment le moment, c'est-à-dire parce que parfois il y a eu un courant d'air, mais encore faut-il savoir s'il était dans le bon sens ou pas, enfin si les exutoires ont marché, n'ont pas bien marché. Donc ils sont vraiment pendant leur intervention et ce qui cause les cancers, mais effectivement c'est quelque chose dont on ne veut pas trop parler. Voilà. Alors sur cette diapositive qui est à l'écran, là, on parle d'habillage avec APR. Un mot là-dessus, est-ce que les APR des pompiers, c'est particulier ou est-ce que c'est des APR classiques? Non, ce sont des... Au niveau des cartouches, est-ce qu'ils ont des cartouches avec multiples filtres différents en fonction des produits? Je suppose que c'est ça. Peut-être Jean-Michel, un mot sur les cartouches des pompiers? Pour le feu, ce sont des appareils isolants avec les bouteilles d'air comprimé. D'accord. Et après, en déblayage, souvent, il n'y a rien. Ou alors, l'idée, ça serait de mettre au minimum des masques, filtrants. On a vu des photos où dans les pompiers, ils n'avaient pas forcément d'adduction d'air et de bouteilles, quoi. Donc, des fois, ils y vont avec un APR pompier, donc qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on connaît, hein, avec un masque quasiment intégral, ou bien il y a une soufflerie, il y a une aspiration. On ne les voit pas avec un FFP3 ou avec un masque à cartouche, quoi. Donc, Alors, oui, mais quand ils sont en déblai ou quand ils regardent tout ce qui est à l'extérieur, on va dire qu'il y a quand même la ventilation naturelle. Par contre, tout ce qui est intérieur est vraiment, vraiment très, très pollué. Et là, il faudrait mettre des appareils, il faudrait mettre des primogènes. Enfin, il y a quand même des choses qui sont faciles à mettre en place de façon à réduire le niveau d'empoussièrement ou de suie, quel qu'il soit. D'accord, ok. Alors, hop, voilà. Je pense que c'était terminé au niveau du diaporama. Donc, on va revenir sur l'échange. Voilà, donc pour conclure, parce qu'on a bien avancé, alors on a fait cette petite vidéo parce qu'effectivement, on avait une actualité, hein, parce que le dernier rapport, c'est un rapport ou je ne sais pas si c'est une note du Centre de recherche sur le cancer. Est-ce que demain, il y a des pistes possibles pour améliorer, je veux dire, sur la formation, la recherche, les contacts avec les pompiers? On est au Salon des maires, il faut le dire. Est-ce que les maires pourraient être attentifs à ce qui se passe sur leur commune, que ce soit les pompiers, et peut-être aussi après, on a entendu parler à Lille, ou alors pire que ça, puisque c'était suite à la tornade qu'il y a eu dans les Hauts-de-France, où on a eu la communauté de communes qui a dit bon, ok, on a sécurisé. C'est sûr qu'a priori, il n'y a plus forcément de risque d'effondrement ou d'écroulement. Les pompiers sont passés. Et alors là, on a des déblais partout, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et la présidente de la communauté de communes a dit on cherche des FFP2. Oui, ça c'est étonnant. Ah ouais, mais c'est marqué, cherche les FFP2. Et je pense que j'ai appelé ça l'effet Covid. Parce que le FFP2, c'est le maximum. Hein. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Il n'y a pas mieux que le FFP2, c'est mieux qu'un masque chirurgical. Mais pour les déblayer des résidus où on sait qu'il y avait des amianteurs qui travaillaient à côté, ce qu'il y a eu, bien sûr, dans cette région-là, comme ailleurs aussi, mais on avait des. Alors, ça serait pas autorisé, par exemple, que pour quelqu'un qui viendrait prendre un échantillon d'amiante pour analyse. Voilà. Or là, appel au peuple, ils voulaient des FFP2 pour donner aux habitants et à leurs familles qui venaient de récupérer leurs affaires dans les bâtiments sinistrés. Là aussi, on peut passer des pompiers, mais derrière les pompiers, il y a l'après-pompier. Et donc, il y a le citoyen qui est exposé. Après, alors un incendie aussi, hein, on est d'accord, ils viennent chercher leurs affaires, ce qui reste, si tout n'est pas brûlé, mais y compris un écroulement ou un dégât des eaux. Dégâts des eaux, quand on voit les dégâts des eaux, ce qu'il peut y avoir après, une contamination par l'humidification des choses, des champignons par exemple, hein, aussi, et puis la dégradation de matériaux du bâtiment. On voit bien que dégradation de matériaux veut aussi dire exposition quand ça sèche. Oui, c'est clair que l'amiant ciment qui a été incendié, ça éclate, et ça fait des fibres, même si c'est au départ mouillé, mais ensuite ça sèche. Alors, on sent qu'il y a une prise de conscience actuellement, donc il y a eu cette année récemment, je crois que ça date du mois de septembre 2022, donc une publication de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui est un document, je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Voilà. Oui, c'est flou. On le mettra en insert. Voilà, ça s'appelle partage d'informations opérationnelles, principe de gestion opérationnelle en présence d'amiante. Et effectivement, donc là, on rappelle donc au service d'intervention
et de secours. Ce qu'est l'amiante, en un mot, alors ça prend 6 pages, hein, c'est assez succinct. Où est-ce qu'on le trouve? On parle du dossier technique amiante, voilà, et ensuite les quelques grands principes opérationnels qu'il faut appliquer donc en présence d'amiante. Donc en gros, on rappelle la réglementation sans vraiment quand même donner de solutions. Ça méritera, je pense, des développements pour que ça soit vraiment applicable. D'accord. Mais disons qu'il y a une sensibilisation et on rappelle que la réglementation s'applique. Voilà. Une façon de responsabiliser finalement tous les acteurs de la filière Tout à fait, secours. tout à fait. Yastin, un dernier mot sur qu'est-ce qui est à l'intention des maires aussi oui, après. Juste avant, je voudrais quand même donner une précision parce qu'on parle beaucoup de sinistres importants, de choses voilà, pas extraordinaires, mais qui font la une des qui médias. Font la une, qui s'est démoli, etc. Moi, ça, c'est, on va dire, c'est pas la majorité des sinistres en France, que ce soit incendie ou dégâts des eaux. Moi, je veux parler des petits sinistres où on a une montée en température. Alors, effectivement, l'amiante ne brûle pas rapidement, ça on sait, mais avant que l'amiante ciment éclate, par exemple, ou bien d'autres types d'amiante, il va y avoir, comme pour chaque sinistre, dès qu'il y a élévation de température significative, on va dire on va monter à 400, 500, 600 degrés, ce qui est relativement peu dans certains cas, eh bien, il y a dilatation des matériaux. Comme les pores de la peau, les matériaux se dilatent et quand ils se dilatent, ils lâchent des particules. Et souvent, on pense que comme on n'a pas un sinistre extraordinaire, eh bien, qu'on est plus en sécurité, que ça ne s'est pas démoli, que c'est pas tombé, que c'est pas effondré, donc on est plus en sécurité, alors que c'est pas du tout le cas. D'accord. Et donc, un dernier mot sur, à l'intention des maires et des présidents de collectivités locales, territoriales. C'est quoi le conseil qu'il faudrait donner aujourd'hui dans l'association des maires? Que peut faire un maire ou un président ou une présidente de collectivité aujourd'hui par rapport à tous ces problèmes de pollution environnementale? Alors, sinistre ou pas sinistre, mais ce serait quoi le conseil? C'est-à-dire les collectivités, enfin pour les sinistres, hein, pour moi, Oui. on va dire par exemple, prenons les dégâts des eaux, les petits dégâts des eaux, il devrait quand même y avoir une concertation de façon à avoir une procédure précise pour traiter les petits dégâts des eaux. C'est très facile. Il suffit de mettre un déshumidificateur, de gérer correctement pour éviter la dégradation des matériaux. Et à ce moment-là, on est sur une rénovation facile en SS4 et on n'est pas sur du désamiantage. Plus on va laisser les matériaux, que ce soit en incendie ou en dégâts des eaux, se dégrader, c'est-à-dire on n'oblige pas, on ne fait pas les travaux directement, ça les maires ont quand même peuvent avoir un pouvoir là-dessus, les collectivités aussi. Il y a par exemple des inondations où des mois plus tard, les matériaux n'ont toujours pas été stabilisés et c'est fini, ils ne le seront plus. Donc on est complètement à la merci de la libération des fibres. D'accord. Un dernier mot, Jean-Michel, pour conclure? Je pense que ça va être difficile dans ces activités-là d'arriver au zéro risque, en fait. Hein. Je ne crois pas quand même que les pompiers sont les gens sont habitués à prendre des risques. Hein. Mais bon, il y a des pratiques qui sont quand même assez simples, des règles d'hygiène, des règles concernant la décontamination, la gestion des matériels, le port des protections respiratoires, peut-être inventer peut-être des protections respiratoires plus adaptées sur les phases qui ne sont pas directement, qui ne nécessitent pas des ARI. Voilà, et puis sensibiliser, former les personnes pour qu'elles n'aillent pas s'exposer sans le savoir et sans prendre un minimum de précautions. Et justement, les pompiers volontaires, hein, qui sont les citoyens, qui sont amenés à intervenir en cas de besoin et de monde. Et là, par contre, le maire peut vraiment essayer de pouvoir donner une information aussi aux volontaires, puisque là, c'est les concitoyens, hein, ils habitent les communes environnantes, et je pense que de chaque caserne, là, je pense que le maire aussi, en tout cas l'équipe municipale, aurait un intérêt à essayer de sensibiliser et de le faire savoir pour que les concitoyens aussi puissent accepter ces idées de protection, de surprotection, plutôt que de dire bon bah les pompiers sont venus, ils sont partis, nous ont rien dit.
Oui, mais les pompiers, bah, ils sont partis. Par contre, derrière, vous revenez dans votre habitation. Il faudrait peut-être avoir un minimum de, comme disait Yasna, un minimum d'informations, quelque chose, une notice, quelque chose Oui, pour pouvoir. absolument. Ouais, Je pense que ce serait bien de pouvoir lancer cette idée. Et justement, que les gens ne reviennent pas avec du matériel ou des objets contaminés chez eux. Ben, comme tout à fait. On sait que ça peut arriver de temps en temps. Voilà. Alors après, le problème des pompiers volontaires, donc le cirque, il est reconnu également que ils sont aussi considérés par cette exposition qui n'est plus professionnelle, mais que les pompiers à mi-temps ou les pompiers volontaires sont également touchés par ce risque de cancer et de mésothéliome. Et là, on se pose le problème de l'information, parce que quand on a un dossier technique amiante, par exemple, imaginons un bâtiment municipal qui subit un incendie, qui est amianté, obligation d'informer les intervenants de la présence d'amiante. Sinon, ça s'appelle de la mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. On sait qu'il y a déjà de la jurisprudence aux États-Unis avec ça, notamment des exercices, des pompiers en exercice, en fait, qui ont utilisé les anciens bâtiments, et on ne les a pas informés qu'il y avait de l'amiante dans le bâtiment. Ils se retournent vers le service. Bien sûr. Voilà, bon, on va conclure là-dessus. Donc, devoir d'information aussi des pompiers volontaires et des concitoyens. Et donc, une adresse au maire ici et au congrès des maires qui est juste à côté. Comment on pourra demain leur faire passer une petite note d'information sur notre souhait que ça se passe. Et pourquoi pas, bien sûr, c'est le but de cette place à la santé environnementale, de contacter les professionnels qui sont passés sur cette place pour leur demander s'ils ont des solutions à leurs problèmes. Merci Jean-Michel, merci Yasna.